pour respecter au moins ceux qui étaient à l'heure. Peut-être que ça fera venir encore quelques personnes. Donc je suis très heureux, en tant que président de la MFP, de vous accueillir pour cette conférence de presse. Dominique Combe, qui est la trésorière de la MFP, est à mes côtés pour cette matinée. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On vous a adressé il y a quelque temps un dossier de presse que vous avez peut-être sous les yeux, ou en tout cas que vous avez parcouru. Alors immédiatement, je voudrais vous demander de m'excuser, en tout cas vous présenter mes excuses, parce qu'il y a une petite coquille, même une grosse coquille dans le dossier de presse, page 6, mais vous l'aviez sûrement déjà identifié, puisque lorsqu'on parle de la déductibilité de la cotisation complémentaire santé pour un salarié adhérent à un contrat collectif, on s'est trompé dans la formulation, puisque le salarié ne peut pas déduire la part employeur, mais il déduit sa propre cotisation. Un rectificatif sera évidemment opéré. Voilà, c'est une erreur. Je sais si pourtant ce dossier a été lu et relu. En même temps, c'est impardonnable pour le président de la MFP qui est issu du monde de la fiscalité. C'est peut-être pour ça que l'administration m'a détaché de mon ministère pour me mettre à disposition d'une mutuelle. Cette petite plaisanterie étant faite, donc nous sommes là pour vous présenter la nouvelle campagne de communication de la MFP. Alors, quand on dit nouvelle campagne, ça sous-entend qu'il y en avait une précédente, effectivement, qui n'est pas si vieille que ça, puisque la campagne précédente datait d'à peine quelques mois. Elle avait été lancée officiellement le 2 février 2016, avec comme thématique agent public, votre protection sociale en danger. D'ailleurs, une campagne qui, je crois, a permis de sensibiliser au-delà du public visé, c'est-à-dire les agents publics eux-mêmes, les pouvoirs publics notamment, et qui a donné ou redonné une certaine audience à la mutualité fonction publique. Une campagne donc nouvelle qui s'engage sous une forme un petit peu de continuité, puisqu'on est obligé de constater que les problèmes que nous avions soulevés dans la campagne ou lors de la campagne précédente, de notre point de vue, existent toujours et que les problématiques qui sont sous-tendues sont toujours effectives. Donc cette continuité, nous l'assumons. Nous l'assumons d'ailleurs, vous l'avez peut-être observé, c'est un clin d'œil, mais avec notre petit personnage qui vit, qui illustrait la campagne précédente. Vous aviez le kakémono là-bas derrière, et puis donc ce petit personnage qui est toujours un petit peu en colère. Les couleurs que nous lui attribuons témoignent de sa colère par rapport aux problématiques qui ne sont pas traitées, et un petit personnage qui prend les habits de l'agent public selon qu'il exerce dans tel ou tel ministère ou dans tel ou tel environnement. Alors c'est une nouvelle campagne de communication avec des problématiques qui ne sont pas malheureusement de nouvelles problématiques, mais un angle d'attaque et en tout cas un ton qu'on a voulu peut-être un petit peu décalé, peut-être nouveau aussi, j'allais dire dans la bouche d'une institution, d'une vieille institution comme la MFP. En tout cas, c'est un ton et une tonalité que nous avons souhaité pour, j'allais dire, amener à l'interrogation des différents publics concernés, pour au moins ils réfléchissent aux problématiques que nous posons. Alors, quand on dit ma santé concerne tout le monde, moi, agent public, je suis malade, mes missions de service public peuvent être affectées, c'est une façon de l'exposer, c'est une façon de le dire. On peut aussi le dire autrement. Quand un intérêt particulier, celui de l'agent public, eh bien, vient percuter, peut-être, l'intérêt général, quand des intérêts particuliers viennent percuter l'intérêt général, et il nous a semblé que c'était, avec cet angle de communication, une façon aussi de donner, même si c'est peut-être un objectif plus lointain, mais une façon de donner la parole à des agents publics que souvent le grand public veut cantonner dans son périmètre ou dans leur périmètre en disant de toute façon vous êtes des nantis et ne sortez pas de ce périmètre-là et n'exposez pas vos difficultés puisque par définition, puisque vous êtes nantis, vous n'en avez pas. Donc nous tenons, en tout cas nous, à pouvoir donner la parole aux personnes que nous protégeons. Alors, avant de vous dire ce qu'est pour nous cette campagne et quels en sont les objectifs, je voudrais, au nom du bureau et en tout cas avec Dominique, vous dire ce que n'est pas cette campagne.
Ma santé concerne tout le monde, c'est pas une campagne pour évoquer les problématiques statutaires des agents publics dans l'organisation de la fonction publique. Bien évidemment, lorsqu'un agent public est malade, on sait bien que, souvent, pas toujours, il est remplacé dans sa mission. Mais ce n'est pas l'angle que nous avons voulu prendre. Nous nous contentons de traiter les problématiques sociales qui sont liées à l'agent public. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, vous l'avez peut-être observé, que nous n'avons pas co-signé cette campagne avec les fédérations syndicales. Alors, ça ne veut absolument pas dire que nous sommes fâchés. D'ailleurs, il y a des représentants syndicaux dans la salle. Il y a aussi, j'ai oublié de le dire, des représentants des mutuelles et des présidents de mutuelles. Non, c'est simplement parce qu'on a voulu agir chacun sur son terrain, et nous sommes toujours dans le dialogue fructueux d'ailleurs avec les fédérations syndicales de la fonction publique. Mais on a voulu, je vous l'ai dit, concentrer cette campagne de communication sur la défense des droits sociaux des agents publics. Alors ce n'est donc pas, je me permets d'exprimer ainsi, une campagne statutaire, au sens où on va parler du statut de l'agent. Ce n'est pas non plus, excusez-moi même si le jeu de mots est facile, une campagne opportuniste. Mais plutôt une campagne d'opportunité. Parce que campagne opportuniste, ce serait dire, allez, profitons de la période pour faire un combat sectoriel, corporatiste, qui n'intéresse que ceux pour qui on le mène. Non, nous saisissons évidemment, et je pense qu'on aurait tort de ne pas le faire, nous saisissons l'opportunité de cette période politique avec un grand P, je me permets de dire un grand P, peut-être. Certains diront plutôt un petit p. D'ailleurs, une période dans laquelle l'agent public, assuré social mutualiste, est particulièrement pointé au travers de deux thématiques qui sont importantes dans les débats liés à cette période électorale. C'est le débat sur la santé, même si c'est un débat qui vient un peu en mode controverse, mais en tout cas qui est exprimé, de façon tout à fait inattendue d'ailleurs, à l'occasion de cette campagne. Et puis un débat plus récurrent, plus régulier au regard des rendez-vous électoraux, qui est celui du devenir, de l'organisation de la fonction publique et du nombre de fonctionnaires. Et donc on voit bien que de façon tout à fait opportune et pas opportuniste, il était important, alors que les agents publics sont pointés de double façon, et donc ça peut avoir un double impact sur leur vie, à la fois professionnelle, mais aussi leur vie, si je peux me permettre, d'assurés sociaux. Et donc nous avons voulu profiter de ce temps pour rappeler un certain nombre de choses. Rappeler qu'un agent public, c'est un citoyen comme les autres, au regard de ses besoins sociaux, qui n'occupe pas, bien évidemment, une place comme les autres dans la société. Il a une place à part dans la société, au regard de ses missions, et que, quelque part, c'est comme ça que l'on décline un petit peu la logique de notre campagne de communication, lorsque sa santé est altérée, lorsqu'il est fragilisé par la maladie, bien évidemment, ça peut affecter ses missions de service public. Et donc, nous souhaitons véritablement, en continuité de la campagne précédente, revenir sur ces problématiques que nous avons déjà évoquées, les droits sociaux des agents publics. Alors, voilà ce que nous n'avons pas voulu faire au travers de cette campagne, même si peut-être vous pouvez estimer que c'est assez tenu, que le fil est assez tenu. Par contre, voilà ce que nous voulons exprimer et quels sont les objectifs autour de cette campagne. C'est d'abord, je tiens à le dire ici, et d'ailleurs la représentativité des mutuelles qui sont autour de table le démontre, c'est une campagne qu'on a voulu globale. Global, ça veut dire quoi dans l'esprit de la MFP? Eh bien, une campagne qui, naturellement, pour la MFP, va investir les trois champs de la fonction publique. État, territorial, hospitalier. Il y a des problématiques communes par rapport à la protection sociale dans ces trois champs, mais il y a aussi des réalités un petit peu différentes, voire parfois très différentes, qu'il convient d'appréhender. C'est la raison pour laquelle, vous l'avez vu dans la façon dont nous avons décliné nos outils de communication, eh bien, nous avons serré véritablement, fonction publique par fonction publique, à la fois des messages communs, mais aussi des messages différents. Vous avez tous ces éléments. Parce que, disons-le entre nous,
Sur la campagne précédente, on nous a fait un petit peu le reproche de dire, ben oui, d'accord, c'était la protection sociale, mais compte tenu de la période, et peut-être qu'on y reviendra avec vos questions, préparatoire au référencement dans la fonction publique d'État, vous avez plutôt ciblé l'État, encore qu'à l'occasion, je me permets de le rappeler, nous avions rencontré sur le terrain des agents publics de toute nature, hein, que ce soit État, fonction publique hospitalière ou fonction publique territoriale. Donc une campagne globale. Deuxième caractéristique de cette campagne, peut-être que l'association des termes va vous surprendre, nous estimons que c'est une campagne en réciprocité, c'est-à-dire qui veut véritablement pointer les intérêts communs et partagés. Quand on dit « ma santé vous concerne », on voit bien que d'un point de départ, on a un aboutissement qui est le grand public. Parce que vous êtes concerné, je le disais, vous, grand public, par ma mission, vous êtes concerné donc indirectement par ma santé si je suis défavorisé à un moment donné de ma vie. Et que ce soit clair, en tout cas, que ce soit clairement exprimé, parce que je pense que ça est dans vos têtes, ce n'est pas une campagne en opposition entre le public d'un côté et le privé de l'autre. Bien sûr que souvent, pour la démonstration, nous faisons référence à ce qui se passe dans le domaine privé, dans la sphère privée, notamment par rapport au niveau des aides. Mais c'est surtout pour exprimer ce qui ne se passe pas, ou ce qui se passe peu, dans la sphère publique. Et ce n'est pas sur un message d'opposition, la MFP n'entend pas lever l'armée des agents publics, comme aurait-elle d'ailleurs les capacités, pour, aller dire, faire le coup de poing entre guillemets avec des salariés qui, eux, après tout, n'ont rien demandé, qui ont des droits, et tant mieux pour eux. Donc voilà, ce n'est pas une campagne d'opposition, c'est une campagne en réciprocité qui permet donc de s'interroger, c'est ce que nous indiquons dans le dossier, qui permet de s'interroger sur les différences et l'existence de ces différences, et d'expliquer pourquoi, de tenter d'expliquer pourquoi il existe des différences. Et d'une certaine façon aussi, en s'adressant de cette façon-là, à la fois à notre public naturel et au grand public, j'y reviendrai tout à l'heure, qu'est-ce qu'on dit au grand public? On leur dit, eh bien, écoutez, chiche, vous qui estimez, et on le met nous l'indiquons, pardon, dans le dossier de presse, vous qui estimez que les services publics vous apportent un plus, vous qui êtes satisfait très majoritairement des services publics, même s'il peut y avoir quelques différences, eh bien, vous, citoyens qui appréciez les services publics, on vous demande peut-être aussi de regarder différemment les acteurs du service public. Et en définitive, dire aussi à notre cible, à nos cibles, eh bien que peut-être, excusez cette formule, que la fonction publique ou l'agent public, c'est pas un poids, mais c'est aussi une ressource. Et qu'à partir de là, tout ça doit s'étudier en termes, ou s'analyser en termes de réciprocité. Une campagne globale, une campagne de réciprocité, pas une campagne d'opposition, et nous voulons aussi en faire, c'est un peu le leitmotiv, c'est logique, hein, d'une mutuelle, d'une union comme la nôtre, nous voulons en faire une campagne responsable. Responsable pourquoi? Parce que quand on réclame une forme d'équité, pour ne pas dire d'égalité, on connaît un certain nombre de réalités. Alors bien sûr, et vous allez me le dire ou vous me l'auriez dit, on sait très bien que très globalement, les agents publics sont protégés en termes de complémentaire santé par un opérateur, notamment mutualiste. Donc ils ne sont pas laissés comme ça en live par rapport à leurs besoins de santé. Ils sont peut-être même bien protégés par certaines mutuelles, j'ai la faiblesse de le croire. Nous savons aussi que quand nous réclamons des droits identiques à ceux des salariés pour les agents publics, cela doit conduire, ou conduira, ou conduirait à une nécessaire remise en cause des X dispositifs qui existent aujourd'hui dans notre pays pour l'accès à la complémentaire santé. Nous savons tout ça. Nous savons tout ça, et nous avons même la faiblesse de savoir ou de connaître le poids des conséquences budgétaires de telles évolutions. On n'est pas déconnecté des réalités économiques et budgétaires de ce pays. Mais ce n'est pas parce que nous savons tout ça
que cela doit occulter les problématiques qui sont les nôtres, les problématiques qui sont celles, évidemment, des agents publics. Ça me paraît important de le signaler. Alors, quand on sait ça, il ne s'agit pas simplement de dénoncer ou de dire on souhaite, on veut, on exige. Il s'agit aussi de pointer un certain nombre de solutions, pas forcément directement d'ailleurs dans le dossier de presse que vous avez, mais que la MFP a eu l'occasion de présenter, qui ont fait aussi partie du travail que nous avons mené en son temps avec les fédérations syndicales, en réclamant par exemple une augmentation de la participation des employeurs publics au financement de la complémentaire santé des agents publics. On peut aussi imaginer, c'est un débat qui ne fait pas forcément consensus aujourd'hui, après tout, on peut au moins honnêtement le poser au milieu de la salle, et plus globalement, peut-être que demain, la protection sociale complémentaire pourrait être, je ne vais même pas dire sera, mais pourrait être un élément de la négociation salariale dans la fonction publique. Ce qui permettrait de retrouver un certain équilibre. Et puis, allons plus loin. Et quand je dis allons plus loin et allons pour tous. On sait très bien que des dispositifs comme celui du crédit d'impôt, qui a été porté notamment par la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale et soutenu par la MFP il y a quelques mois, que le dispositif d'un crédit d'impôt rétablirait une véritable équité entre tous les citoyens par rapport à l'accès à la complémentaire santé. Et vous voyez bien que là, on ne parle pas simplement des agents publics, puisque vous savez comme moi qu'aujourd'hui, parmi tous les citoyens qui ne profitent pas d'une aide à la complémentaire santé, digne de ce nom, mettons les fonctionnaires de côté, les retraités dans certaines conditions, les chômeurs, les étudiants. Donc nous parlons bien pour la totalité des citoyens. Alors, Thierry Baudet, le président de la Mutualité française, disait il y a quelques jours, ça a été repris par un certain nombre d'entre vous, les Français ne pourront pas toujours payer plus pour leur santé. Et je me permets de rajouter, et les agents publics actifs et retraités non plus. Il y a aujourd'hui, et certains pourraient en parler bien mieux que moi dans cette salle, il y a aujourd'hui, même si ça déplaît parfois dans le grand public, une vraie forme de précarité sociale dans la fonction publique. Et aujourd'hui, est-ce qu'on imagine que pour avoir accès à une complémentaire santé digne de ce nom, qu'on peut étalonner ou chiffrer à environ entre 600 et 650 euros par an, que cette somme-là, pour accéder à une complémentaire santé, c'est juste la somme d'une assurance habitation et d'une assurance auto-annuelle. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, l'accès à une complémentaire santé est devenu un produit, je ne vais pas dire de luxe, mais en tout cas une démarche, et ça pèse dans un budget familial ou même individuel de façon tout à fait importante. Alors, cette campagne responsable, évidemment que la MFP était légitime à la mener, ou en tout cas à la réactiver, puisque je parle d'une nouvelle campagne, et que nous sommes là aussi en tant qu'union politique pour dire, pour faire peut-être, ce que les groupements ou les mutuelles qui composent la MFP ne peuvent pas faire tout seuls. Notre légitimité, nous venons bien la puiser de cette façon, en disant qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, union politique, qui rassemble des millions d'agents publics et un certain nombre de groupements, qu'est-ce que nous pouvons faire pour exposer, pour avoir une vision d'ensemble d'abord, et puis exposer les problématiques qui sont celles des agents publics. Et j'imagine d'ailleurs que nous serions coupables de ne pas le faire au nom des groupements que nous représentons. Alors, je disais une campagne responsable, c'est aussi une campagne que nous avons voulu, en tout cas dans les références que nous utilisons, la plus exacte possible, ça me paraît normal, la plus concrète possible, à partir du moment où nous illustrons nos propos avec un certain nombre de chiffres, de pourcentages, vous l'aurez observé d'ailleurs, hein, qui sont tous sourcés. Et pas sourcés simplement par des enquêtes autonomes ou internes que la MFP aurait fait avec des résultats qui lui seraient favorables. Non, non. Les sources que nous utilisons
elles proviennent d'enquêtes soit faites par l'IFOP, soit faites par, qui sont aussi des constats faits par les autorités de tutelle, l'IGAS, DGAFP, etc. Voilà. Nous n'avons fait que utiliser, j'espère efficacement et utilement, eh bien, les éléments chiffrés qui ont pu être rapportés par un certain nombre d'opérateurs qui, de mon point de vue, ne sont pas contestables. Cette campagne, si on veut un petit peu se projeter, et j'en ai terminé dans quelques instants, cette campagne, c'est une campagne de campagne, puisque je vous disais que nous saisissons l'opportunité de la période pour inscrire notre mobilisation, nos rendez-vous auprès de différents publics. Évidemment, dans quelques heures, quelques jours, nous aurons dans notre pays identifié les deux prétendants au masculin pluriel, les deux prétendants à la législature suprême. Nous aurons identifié derrière une option politique dans ce pays, et nous avons identifié, et nous identifierons bien évidemment, au-delà des partis politiques eux-mêmes, les postulants au renouvellement de l'Assemblée nationale. Et c'est bien vers ce public-là de campagne, pendant le temps de la campagne ou des campagnes, que nous entendons agir avec ce message un petit peu rénové, refondé, comme nous l'avons fait il y a quelques mois déjà. Au-delà de ce public-là, bien évidemment, vous l'avez vu dans la plaquette, le grand public, les fonctionnaires eux-mêmes, évidemment, et le maximum de médias, et je vous remercie d'ailleurs de votre présence encore une fois ce matin. Mais ce n'est pas qu'une campagne de campagne, en tout cas actuelle, nous souhaitons aussi que ce soit une campagne de législature, parce que nous avons bien conscience que les problématiques que nous soulevons, les solutions qui pourraient être apportées ne sont pas des solutions de court terme, demandent certainement à être expertisées, remises sur le tapis, et que, autant que les groupements conservent, j'allais dire, la capacité à déléguer à la MFP à faire ce choix, ou à faire cette démarche, nous serons là, nous ou d'autres, en tout cas au nom de la MFP, sur les 5 ans qui viennent, pour porter au plus près des élus de la nation, aux décideurs, vers les décideurs, eh bien, les revendications qui sont les nôtres pour les agents publics. Et je terminerai, mesdames et messieurs, en vous disant que cette MFP, effectivement l'expression est peut-être un petit peu galvaudée, un peu lanceur d'alerte aujourd'hui, mais il y en a bien d'autres. Ben cette campagne, c'est la dernière caractéristique que je voudrais lui donner. C'est aussi en interne une campagne collective, puisqu'elle va mobiliser, au-delà de la MFP, les mutuelles, et je remercie d'ailleurs les mutuelles qui sont présentes dans la salle et qui sont évidemment libres d'expression, je ne fais que les représenter, qui relaieront aussi. La MFP n'a pas une force de frappe, je pense sous le contrôle de la trésorière, même si elle est capable de bien des choses. Voilà, nous pensons aussi que cette campagne ne sera utile, efficace, que si elle est relayée massivement par nos partenaires mutualistes, mais aussi, je veux lancer ce message, par nos partenaires syndicaux, parce que je pense que les thèmes que nous défendons peuvent être repris. Et puis, pour terminer sur cette touche interne, dans des moments, une conjoncture qui est un petit peu parfois complexe, à gérer dans un environnement mutualiste au sens large du terme, où beaucoup de choses se font en recomposition, eh bien, nous pensons aussi que c'est une campagne de rassemblement qui permet, sur des sujets partagés, on espère en tout cas, eh bien, de rassembler toutes les forces vives de notre mouvement pour porter, bien évidemment, les enjeux qui sont ceux que je viens d'évoquer très rapidement, bien sûr, et que nous entendons porter dans la défense des agents publics. Voilà ce que nous souhaitions. Alors je parle au nom de Dominique, qui complétera utilement, bien évidemment. On n'allait pas prendre tous les deux la parole. Voilà ce que nous souhaitions vous dire pour lancer cette campagne de mobilisation. Je n'ai fait que reparaphraser ce qui est écrit dans le dossier, mais en tout cas peut-être avec un angle ou des angles qui sont un petit peu différents. Voilà, maintenant il y a des micros, il y a encore du café, des viennoiseries. Si on a quelques minutes, la parole évidemment vous est donnée. Bonjour, Mireille Wimbert, journaliste à l'Opinion. Moi je ne suis pas syndicaliste, donc tout ça je ne sais pas, je ne comprends rien. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui se passe aujourd'hui, ce que vous voulez, enfin bref, nous expliquer clairement ce que vous voulez, comment sont couverts les agents aujourd'hui,
qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous allez faire, ça vous nous l'avez dit. Mais c'est juste le dessous pour qu'on puisse écrire un papier solide. Je réponds directement aux questions, ou voilà, on fait comme ça, et puis ça, voilà. Bon, écoutez, alors ça veut dire que j'ai pas été assez précis, mais c'est possible. Et, alors, on va partir du plus simple. Hein. Je l'ai dit, un agent public, c'est un citoyen comme les autres qui, face à ses besoins de santé, a des besoins de protection. Ces besoins de protection lui sont apportés aujourd'hui, comme pour tout citoyen, par la couverture du régime obligatoire, mais on sait bien que le régime obligatoire n'investit pas malheureusement, et en tout cas suffisamment efficacement, tous les champs de protection, que ce soit ceux de la santé ou des risques longs, et des risques longs au titre desquels on peut imaginer la dépendance, le décès, le handicap, l'invalidité. Et donc cet agent public, citoyen comme les autres au niveau de ses besoins de protection sociale, il a recours à une complémentaire santé. Et donc qui est prise individuelle. Oui. Qui est tout à fait une couverture, vous avez raison de m'interrompre, une couverture individuelle et qui est facultative. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation à un agent public d'adhérer à une couverture complémentaire, même si elle est proposée par une mutuelle de fonctionnaires. Et les dispositifs qui existent aujourd'hui, puisqu'il y a des dispositifs qui définissent les relations entre les employeurs publics et les opérateurs complémentaires au nom des agents publics, ces dispositifs existent, ils prennent le nom de référencement dans la fonction publique d'État, de convention de labellisation ou de participation, de convention de participation ou de labellisation dans la fonction publique territoriale. Ce sont des dispositifs qui ont le mérite, entre guillemets, d'encadrer le contenu des garanties qui est proposé aux agents publics, mais qui n'ont pas, plus que cela, la possibilité de rendre obligatoire le contrat, et qui surtout, financièrement, et c'est là où il y a des vraies différences, qui financièrement aujourd'hui peuvent se résoudre à une aide tout à fait insignifiante. Hein, on vous a donné ces chiffres dans le dossier. Quand vous savez qu'aujourd'hui, un fonctionnaire d'État sur deux ne bénéficie que d'une aide de son employeur que de 60 centimes par an, je dis bien par mois, pardon, 60 centimes par mois, on voit bien effectivement que la différence existe entre agents publics dont la couverture complémentaire n'est pas obligatoire et salariés de droit privé qui peut bénéficier d'un contrat collectif dont la prise en charge par l'employeur peut aller jusqu'à des sommes de 50% du niveau de la cotisation. Donc, j'espère répondre à vos problèmes. Ce que nous disons, c'est que nous voulons souligner ces différences, qui sont d'évidence peu connues, parce qu'on estime que l'agent public est protégé de toutes parts. Ce n'est pas vrai. Il est peut-être protégé par rapport à son emploi, statutairement encore qu'on pourra avoir un débat, mais il n'est pas protégé en matière de protection sociale, en tout cas pas à la hauteur de ce qu'il pourrait être. Et ce que nous réclamons aussi, c'est une forme d'équité par rapport aux salariés de droit privé. Ces conventions de labellisation, elles encadrent le contenu, c'est-à-dire elles définissent un panier de soins, Oui. mais en termes de tarifs, il n'y a pas des tarifs intéressants, entre guillemets, ou... Il y a des tarifs, alors elles encadrent le contenu des paniers de soins, ce qui me permet de dire que c'est quand même un vrai paradoxe dans ce pays, c'est quand même aujourd'hui une autorité publique qui définit ce que doit être le contenu d'une intervention privée. Parce que, après tout, les mutuelles sont des opérateurs privés. Je ne crois pas que les pouvoirs publics se soient mis de façon aussi vindicative dans la définition des paniers de soins obligatoires. C'est pareil dans le privé. Hein? C'est pareil dans le privé. Je sais pas, excusez-moi. C'est pareil dans le privé. Oui, Il y a un tout à panier fait, de tout à soins, fait. Oui, il y a mais des limites, il y a... ça c'est ma première remarque. Mais ma deuxième remarque, ce qui rend quand même les choses un petit peu paradoxales, c'est qu'à la limite, moi je peux concevoir que qui paye décide. Qui paye décide. Mais là, il ne paye pas. Donc là, c'est qui impose décide. Voilà les différences, elles sont là. Et excusez-moi de ne pas avoir su les rappeler en introduction. Juste une question précise sur le financement. Sur le financement là, de vos agents, vous disiez il y a les 3 fonctions publiques. Est-ce que c'est la même chose, 60 centimes par mois? Donc ça veut dire que moi, je suis fonctionnaire dans une de ces 3 branches, je choisis de m'assurer ou pas, je peux le faire, voilà, et je paye, l'aide elle est comment? Elle est distincte selon le type de fonction publique à laquelle j'appartiens, c'est la même partie, c'est une aide de qui? C'est l'État qui vous verse ces 60 centimes par mois? Je connais le dossier aussi. Je vais répondre à la question, simplement pour bien répondre, est-ce qu'il y a un tarif intéressant, parce que c'est souvent ça.
Vous l'avez bien compris, donc il y a le cadrage donc avec alors panier de soins, on l'appelle pas comme ça, des garanties qui font l'objet d'un cahier des charges auxquelles répondent les opérateurs dont les mutuelles au niveau de la fonction publique. Et après il y a une tarification, c'est-à-dire une cotisation qui est en rapport avec le niveau des garanties qui va être retenu, référencé, labellisé, ça dépend de la fonction publique. Mais vous avez bien compris que le niveau de cotisation alors, il est adapté au niveau des garanties, et en règle générale, notamment les mutuelles essayent de proposer des garanties qui sont d'un bon niveau. Mais la différence de tarification, notamment par rapport aux salariés privés, elle se fait essentiellement par le fait que dans la fonction publique, il n'y a pas 50% de la cotisation qui est prise en charge par l'employeur. Mais quand il y a 3% en moyenne, 3% en moyenne dans la fonction publique, et je dirais d'État. Parce que la fonction publique territoriale, parfois, il y a des collectivités, vous savez que chaque collectivité est employeur un peu autonome, il y a des collectivités où il n'y a aucune participation. Donc, le tarif intéressant que l'on peut trouver par rapport à un contrat groupe dans le privé, c'est difficilement applicable à la fonction publique, où de fait, il n'y a pas de participation. Donc la cotisation, elle doit servir à équilibrer, je dirais, les garanties qui sont proposées aux fonctionnaires. Voilà la différence. La participation, donc ces fameux 3%. Ça, c'est le maximum de toutes les Non, c'est en moyenne, c'est un constat. En moyenne. C'est un constat, en moyenne, voilà, il y a 3%, et c'est plus fonction publique d'État. Elle est versée à l'opérateur. Alors, il y a des règles, notamment dans la fonction publique d'État, où cette aide de l'employeur public ne doit pas être supérieure à des transferts solidaires dont les modalités de calcul dépendent de décrets, je ne rentre pas dans le détail, mais vous savez, en règle générale, le montant de l'aide qui est attribué par les ministères est généralement bien en deçà des transferts solidaires qu'opèrent les mutuelles. Mais voilà, à l'opérateur, lequel doit justifier quand même vis-à-vis de chaque employeur public de transfert, mais 3%, 50%. C'est ça qu'il En faut. moyenne dans la fonction publique d'État, et est-ce que dans d'autres la grosse fourchette, donc dans certaines fonctions publiques, ça peut aller jusqu'à combien? C'est pour avoir une image, parce que... On vous a donné, vous devez avoir ces chiffres dans le dossier, en tout cas si vous ne les avez pas manipulés, on vous les donnera. Ça peut aller bien au-delà évidemment des 3% qu'on estime en moyenne, notamment dans la fonction au moins publique. jusqu'aux 50 des salariés. Ah non, jamais. Ah non, Ça jamais. n'atteint Ah, jamais, voilà, c'est jamais. ça qu'on veut savoir. Justement, je pense que c'est important d'avoir une fourchette. Tout à Moi, fait. je suis de l'AFP, je vais tout à fait dans le sens de ma collègue, parce que Mais- je ne souhaitais pas être filmée, merci. À ma connaissance, dans la fonction publique d'État, en moyenne, enfin sur l'année, l'aide va de 60 centimes multiplié par 12, vous faites le calcul, jusqu'à une centaine d'euros par an. J'ai rappelé tout à l'heure qu'une cotisation moyenne, c'est entre 600 et 650 euros. Donc on est très loin des 50% qui existent et qu'on ne reproche pas aux salariés de droit privé. Ça, je veux que vous l'écriviez, on ne reproche rien aux salariés de droit privé. Mais après, il peut y avoir des différences. Alors, dans la fonction publique territoriale qui sont plus importantes, parce que là, vu le nombre d'employeurs, évidemment, et il y a des présidents qui pourront en parler aussi bien que moi, vu le nombre d'employeurs, on peut avoir des collectivités qui sont plus, j'allais dire, plus riches, et donc qui peuvent dépenser un petit peu plus. Mais on vous retrouvera tous ces chiffres si vous voulez avoir plus de précision. Et parlons de la fonction publique hospitalière, dont on a peu parlé, parce que c'est vrai qu'on les oublie. Aujourd'hui, aucun dispositif n'existe dans la fonction publique hospitalière qui est comparable à ce qui existe pour la fonction publique d'État avec le référencement ou dans la fonction publique territoriale avec les conventions de participation ou labellisation. Qu'est-ce qui existe dans la fonction publique hospitalière? Il existe un fameux article 44 qui autorise les agents qui travaillent dans les hôpitaux, enfin dans les établissements de santé, à avoir accès, dans certaines conditions, à des soins gratuits. Sachez, mesdames et messieurs, que ce dispositif, d'abord, il ne concerne que les agents actifs et pas les retraités, et que selon que l'on travaille dans un CHU, où on peut évidemment avoir accès à des soins, peut-être de qualité, ou qu'on travaille dans une EHPAD, vous comprenez qu'il y a une véritable inégalité. Et je rappelle là aussi que comme dans la fonction publique d'État, comme dans la fonction publique territoriale, dans la fonction publique hospitalière, l'accès à une complémentaire santé est facultatif. Ok.
Voilà, je ne sais pas si on a répondu à... Juste une petite précision, je trouve ça extrêmement intéressant pour l'FPH. Donc quelqu'un qui travaille dans un EHPAD, en gros, ne peut pas se faire soigner, soyons clairs. Quelqu'un qui travaille dans un hôpital public, plus. Oui, tout à fait. Oui, mais ça dépend donc de la fonction de l'agent et non pas de son statut finalement. Et ça dépend, à ma connaissance, je ne suis pas le spécialiste du dossier, mais ça dépend aussi des accords qui peuvent être passés avec les chefs d'établissement qui n'ont pas forcément envie de voir arriver dans leur propre établissement, au CHU de tel chef-lieu, l'intégralité des agents publics hospitaliers du département. Non, et donc ça veut dire que quand même le paradoxe, enfin, ça pourrait être un paradoxe quand même invraisemblable, c'est-à-dire que la plupart des gens qui nous soignent Ils sont mal soignés. ne sont pas soignés. Eh bien voilà. Sont mal soignés. C'est exactement ça. Mais vous le dites mieux que nous. C'est exactement ça. Voilà. Est-ce qu'on a un pourcentage? Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on a une estimation du nombre de personnes concernées par ça? On a les effectifs de la fonction publique hospitalière. Après, vous dire... Parce que normalement, il existait des accords qui permettaient à des salariés qui étaient dans les EHPAD de pouvoir fréquenter l'hôpital public ou le CHU. Mais c'est des dispositifs qui fonctionnent à ma connaissance assez mal, pour pas dire très mal. Donc des chiffres précis là-dessus, on va vite les rechercher et vous les faire passer, mais je ne sais pas si on en dispose. Je pars sous le contrôle de Mme Tribillac. N'oublions pas que les retraités ne sont pas concernés. Ah oui, déjà. Donc Mais déjà, on pourra distinguer actifs et retraités. Donc ça veut dire qu'une grande partie des retraités de la fonction publique hospitalière, ils sont tout seuls devant leur accès aux soins. Et alors eux, nos agents de la fonction publique hospitalière, ils ont un contrat facultatif Aussi. et ils se débrouillent. Il n'y a pas de prise en charge chez eux. Donc eux, c'est comme un indépendant, quoi. Je le dis clairement, c'est peut-être la première fois que le président de la MFP le dit, ce sont clairement les parents pauvres de la protection sociale complémentaire. Alors, on ne va pas faire des gradations parmi les pauvres, hein, mais, et d'ailleurs dont on a ignoré un petit peu la situation en se retranchant derrière ce dispositif de l'article 44 qui aujourd'hui, qui pourrait fonctionner de façon intéressante, mais qui aujourd'hui ne fonctionne pas de façon intéressante. Cet article 44, très en résumé, il permet à tout agent d'avoir des soins gratuitement Dans l'établissement. Dans l'établissement. dans l'établissement où il travaille. Sauf accord. Sauf accord. D'accord. Tout type de soins. Consultation. Je pense d'ailleurs que ça se consultation, dit. Et C'est la l'article pharmacie, 44 encore que de ça a quoi évolué sur la pharmacie. Oui, absolument. Parce qu'après, ils dépendent de... Et c'est l'article 44 de quoi, pardon? Du code de, je sais pas quoi, Le code de la fonction santé. Je publique. crois que c'est du code de la santé, c'est ça? Non. Non, c'est l'article 83 du statut Ah, public. 83 ou 44? Et pourquoi on parle de... Mais- L'article 44, c'est le, Mais c'est de le quoi statut de la fonction publique. Du statut de la fonction publique. D'accord. Donc ça, c'était le constat. Et du coup, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous demandez? Alors, j'ai bien compris que vous vouliez une certaine égalité, mais comment est-ce que vous imaginez ça? Est-ce que vous avancez des propositions? Quel serait le dispositif qui aurait votre préférence, j'allais dire? À titre tout à fait personnel, je tiens à le préciser, le dispositif qui aurait ma préférence, c'est le crédit d'impôt. C'est-à-dire un crédit d'impôt qui peut être accordé à tout citoyen de ce pays, qu'il soit évidemment fonctionnaire ou pas, retraité ou pas, chômeur ou pas, étudiant ou pas, et qui permet, le dispositif de crédit d'impôt a cet avantage qu'il peut être aussi efficace pour quelqu'un qui est imposable que quelqu'un qui n'est pas imposable. Voilà le dispositif qui aurait ma préférence. Un crédit d'impôt, on imagine, offert à tous les citoyens de ce pays, c'est plusieurs milliards d'euros, évidemment, par an, qui viendraient, qui seraient affectés par les pouvoirs publics. Donc ce que cela suppose, ma solution idéale suppose une remise à plat de tous les... Il y en a quoi, une dizaine de dispositifs existants aujourd'hui. Alors évidemment, quand on remet à plat, et vous allez l'identifier vous-même, quand on remet à plat, ça veut dire qu'on va faire peut-être des futurs heureux, mais qu'on va faire certainement des très futurs malheureux aussi, à qui on va dire, écoutez, c'est plus possible d'être au niveau où vous étiez, il faut réégaliser tout ça. C'est aussi pour ça que le dossier est compliqué. Les perdants, ils seraient où? Les perdants, ils sont aujourd'hui plutôt... Ils pourraient être, ça dépend. Alors, il pourrait n'y avoir aucun perdant. Si l'État acceptait de mettre pour les 50% de ceux qui ne bénéficient de rien à la hauteur des 50% de ceux qui bénéficient. Mais bon, Dominique et moi, on vient d'un ministère où on connaît un peu les ressources de l'État. Donc voilà, donc les futurs perdants pourraient être effectivement ceux qui profitent aujourd'hui
au bon sens du terme, des dispositifs existants. C'est pour ça que c'est un dossier compliqué. Mais tant qu'on ne posera pas ces problématiques, alors vous me demandez quelles sont mes solutions. Alors, elles sont peut-être plus intellectuelles que pratiques aujourd'hui, mais tant qu'on ne posera pas ce dossier clairement, et surtout tant qu'on ne fera pas tomber ces tabous. Moi, je suis vraiment intéressé par vos réactions. Quand vous dites, mais on découvre un petit peu tout ça, parce que voilà, on a toujours voulu cerner l'agent public dans des pseudo-avantages, alors qu'il possède peut-être en termes d'emploi, et encore que je serais très prudent là-dessus, ou en termes de statut, et on a voulu y englober la protection sociale complémentaire, ce qui est absolument faux, pour les raisons qu'on a évoquées. Alors, Pardon. c'est paradoxal parce que sur la généralisation de la complémentaire santé, il y a eu tout un débat comme pourquoi les salariés finalement étaient parfois insatisfaits parce que ça tirait la couverture vers le bas, ça les obligeait à prendre des surcomplémentaires et que les paniers de soins avaient été réduits au minimum. Donc ils ne sont pas toujours aussi satisfaits. Ma réponse n'est pas provocatrice. De quelle généralisation vous parlez? De l'ANI, évidemment. Oui, oui. Mais ça concerne qui? Au final, quand on fait le bilan de l'ANI, on peut évidemment dire qu'aujourd'hui, tout salarié de droit privé doit pouvoir bénéficier d'un dispositif d'accès à la complémentaire santé. Mais quand on regarde aujourd'hui les résultats de l'ANI, on s'aperçoit qu'on a déporté simplement vers des contrats obligatoires des gens qui disposaient déjà d'une couverture facultative. Mais c'est pour ça que le terme généralisation, et c'est pas du tout contre vous que je le dis, je le mets entre guillemets. Parce que si on avait voulu généraliser, on n'aurait pas oublié ces fameux 50% dont je vous parle. C'est-à-dire un Français sur deux, si on avait voulu généraliser. Mais quand on dit généraliser, évidemment, pour les pouvoirs publics, ça veut dire derrière qu'il y a évidemment une prise en charge obligatoire de l'employeur quel qu'il soit. Et c'est bien cette généralisation qui n'existe pas aujourd'hui. On a fait la démonstration dans les fonctions publiques. Et il n'y a pas que les fonctionnaires, je l'ai dit. Regardons nos enfants étudiants, regardons les retraités, ceux qui sortent des contrats collectifs, les chômeurs, etc. Je voulais juste vous demander d'essayer de nous décrire 2 exemples par métier, un professeur et un policier, par exemple, en termes de couverture complémentaire santé. Alors, vous avez d'ailleurs ces exemples dans les documents, puisqu'on a, vous l'avez peut-être vu ou vous le découvrirez mieux, que nos flyers sont identifiés un petit peu par fonction publique. Mais je vais rester sur votre demande. Un enseignant couvert aujourd'hui par une complémentaire santé, majoritairement, très majoritairement par la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, mais pas que, puisqu'il n'y a pas d'obligation de couverture par un organisme déterminé. Un enseignant, c'est le fameux bonhomme ou la dame dont on parlait tout à l'heure qui n'a que 60 centimes par mois pour sa couverture. Quand je dis un agent sur 2 public dans la fonction publique d'État n'a que 60 centimes par mois, eh bien ce sont les enseignants puisqu'ils représentent la moitié de la fonction publique d'État. Donc il est comme tout le monde obligé d'avoir une complémentaire santé parce que son régime obligatoire ne le prend pas en charge sur la totalité des pathologies. Et il a une complémentaire santé à laquelle il accède librement, qu'il fasse le choix de la MGN ou de notre mutuelle ou d'un autre opérateur, et il a l'aide dérisoire que je viens d'évoquer. Et il a devant lui, par contre, toutes les difficultés d'accès aux soins, parce qu'il a, comme les autres Français, les dépassements d'honoraires à assumer, sa couverture familiale, etc., etc. Donc voilà, prenons l'exemple de la police maintenant. Que j'ai bien compris, parce que je ne voudrais pas faire d'erreur, donc la part MGEN. Non, la part portée par l'employeur Éducation nationale. Donc la part portée par l'employeur Éducation nationale, donc État, verse à la... Vers un fonctionnaire de l'Éducation nationale qui est adhérent à une mutuelle qui est référencée, c'est 60 centimes par mois. Qui est versé à la MGEN. À la MGEN, Oui, on est tout à bien fait. d'accord. Oui, tout à fait. Qui Elle n'est en- pas versée directement à l'adhérent, Enfin, mais qui voilà. la redistribue. Et donc la MGEN, une fois qu'elle a reçu ses 60 centimes par mois, qu'est-ce qu'elle fait Eh ben, elle essaye d'améliorer ses prestations, elle essaye de diminuer Oui, ses c'est-à-dire, est-ce qu'elle cotisations. reverse vraiment les 60 centimes Non, mais je l'ai dit tout à l'heure, J'ai pas bien compris. voilà, la participation, en fait, elle répond à certaines conditions. En plus, elle est très encadrée. Et donc, il y a ces fameux transferts solidaires qu'une mutuelle, notamment dans le cadre du référencement, est tenue de faire. Ces transferts solidaires, c'est la différence qu'il y a entre les prestations et les cotisations en direction de certaines populations qui sont les retraités, les ayants droit, les ayants cause. Donc en fait, quand vous dites qu'est-ce qu'elle en fait, elle le fait déjà, puisque quasiment toutes les mutuelles, je dirais même toutes les mutuelles, font plus de transferts solidaires que le peu que leur donne l'employeur public. Donc c'est compris, si vous voulez, dans la mutualisation et les solidarités qui sont mises en œuvre et qui se traduisent dans la cotisation.
Oui, mais comment ça se... pour l'agent? C'est ça que je veux essayer de Ouais, comprendre. Un agent qui a un pépin de santé qui est grave, mais qui n'est pas couvert par voilà, le régime général, qui donc normalement peut compter, enfin, un salarié du privé compte sur sa complémentaire santé. Qu'est-ce qui se passe pour justement un enseignant, par exemple? Pareil, il compte sur sa complémentaire santé. S'il y a adhéré. Et donc, que reçoit-il de cette complémentaire santé? Mais de sa complémentaire santé, il reçoit toutes les prestations, peut-être de haut niveau, que lui propose la MGEN, que ce soit en santé ou en rien. Le problème, c'est que pour acquérir cette complémentaire santé, lui, il n'a pas été l'agent de l'éducation nationale, il n'a pas été aidé. Donc c'est sur son portefeuille tout seul qu'il doit pouvoir financer le coût de cette complémentaire santé. Sachant qu'en gros, c'est comme ça pas encore. Voilà. Exactement. Et 2 minutes avant de vous parler de l'intérieur, puisque vous parlez d'éducation nationale, alors je parle de la MGEN. Non, mais restons sur cet exemple-là et vous retracerez ça peut-être différemment dans vos papiers, mais la MGEN, on lui verse X, alors ça fait quelques milliers d'euros, peut-être même quelques millions d'euros vu la population, mais c'est quand même que 60 centimes par mois. Et de surcroît, comme toutes les mutuelles, Dominique le disait, qui doivent organiser des transferts solidaires, transferts solidaires, c'est pas simplement que des propos de tribune. Quand vous demandez à un retraité que 80 euros par mois, je dis n'importe quoi au niveau des chiffres, alors que son coût du risque est de 120 euros, ça veut dire que les 40 euros pour équilibrer, vous les demandez à quelqu'un d'autre. Et en général, vous les demandez aux actifs. C'est comme ça qu'on organise des transferts solidaires. Ou alors au travers des familles, etc. Mais le pire de tout, c'est que les mutuelles complémentaires santé, il n'y a pas que les mutuelles complémentaires santé de fonctionnaires, outre qu'elles reçoivent une petite participation dérisoire, elles reversent en fiscalité à l'État des millions d'euros, pour ne pas dire des milliards d'euros collectivement, au titre de la taxe sur les complémentaires santé. Donc je veux dire, ça vient je suis président accessoirement d'une mutuelle qui est la MGFI. Mutuelle de Bercy. Bercy me verse une somme pour mes adhérents, minime, et moi je refais immédiatement un chèque pour lui rembourser les taxes auxquelles sont soumises les mutuelles. C'est comme ça que ça se passe. Ça s'élève à combien en moyenne? Ah ben, la fiscalité des mutuelles, c'est en pourcentage, c'est presque 14% sur le chiffre d'affaires d'une mutuelle. Et je me permettrai de reprendre une citation qu'avait fait donc je nomme le président de la MGEN en son temps. 14%, je m'excuse, un hamburger, c'est pas taxé 14%. Est-ce que ça veut dire qu'une couverture complémentaire santé qui est indispensable aujourd'hui pour n'importe quel citoyen de ce pays pour accéder à des soins de qualité, pourquoi c'est taxé fiscalement plus cher qu'un hamburger? J'ai rien contre le hamburger. Sauf pour les contrats responsables. Non, ils sont assez y compris les contrats responsables. Oui, donc ça touche aussi les contrats responsables. La contrat responsable, c'est quand on n'obéit pas et qu'on ne respecte pas les règles du contrat responsable, où on est taxé au-delà. À 14%. Non, c'est 7 ou 14. Oui, mais les 14 ne traitent pas que la taxe sur les... Il y a d'autres taxes. Il y a d'autres taxes, notamment la taxe qui permet de financer le fonds CMU. Donc les 14, c'est l'ensemble des taxes. C'est la fiscalité qui pèse sur les mutuelles. Pour un contrat responsable ou non responsable? Un contrat responsable, la taxe est de 7% Voilà. de mémoire et 14% pour un contrat non Voilà, responsable. mais Mais auxquels voilà. vont s'ajouter les autres Voilà. taxes. Hein. Les 14, Et c'est... alors au total, ça, on va de combien à combien pour un contrat responsable et non responsable? On a 7 et 14, ça, c'est juste 7, pour... C'est 14 pour un contrat responsable, toute fiscalité confondue, et c'est 21 pour un contrat non responsable. D'accord. Juste pour terminer sur l'enseignant, un enseignant qui va à la MGEN et un salarié qui ferait le choix de la MGEN, ils ont les mêmes tarifs pour un même contrat, enfin une même couverture. Ou bien l'enseignant aura un tarif inférieur pour un même panier. J'allais dire, il faudrait poser la question au président de la MGEN parce que je ne suis pas détenteur de tout. Ça dépend des statuts de chaque Il y a mutuelle. Filia Maïf, il y a Filia MGEN Filia pour le salarié. D'accord. Et donc on ne peut pas dire que les tarifs ne sont pas le double pour les salariés, sinon la MGEN. Ah non. Pour aucune mutuelle, il y a cette différence-là. Et d'ailleurs, dans votre compréhension, si je peux me permettre, c'est très utile du dossier,
Ce qui nous distingue aussi, parce qu'après tout, c'est facile de dire qu'on est les meilleurs, entre guillemets, on ne l'est pas d'ailleurs, mais ce qui nous distingue des autres opérateurs en matière de complémentaire santé, et ça, je veux dire, le chiffre est connu de la plupart d'entre vous, c'est que c'est le portefeuille que nous protégeons. Aujourd'hui, personne ne s'interroge sur le fait de savoir que la plupart des retraités sont dans des mutuelles, dans des vraies mutuelles et pas dans des assurances. Pourquoi? Parce que les tarifications que l'on fait supporter à des retraités, entre guillemets, sont largement inférieures aux tarifications à l'âge et au risque que provoquent les assureurs lucratifs. Hein. Donc il y a des vraies différences. Et c'est ça les solidarités qu'on développe dans notre couverture. Vous avez parlé, je termine pour être tout à fait exhaustif. Juste une dernière question sur vous avez parlé de la couverture sécurité sociale obligatoire. Elle est la même là pour le coup. Ah oui, ah oui, tout à fait. Quelle est la moyenne, puisqu'on est dans le concret, un enseignant paye une cotisation moyenne de combien par an? Je disais tout à l'heure, alors là je n'ai pas révisé tous les statuts et je ne connais pas tous les tableaux de cotisation par cœur, mais je dis en moyenne, une cotisation aujourd'hui pour une complémentaire santé, c'est 650 euros, entre 600 et 800 euros par an. Voilà, après il peut y avoir des différences. Je te la parole. Je finis de dire que pour notre policier, parce qu'on a parlé de l'enseignant, en parlant du policier, c'est la même situation pour l'enseignant, c'est-à-dire qu'il a les mêmes besoins, il a un besoin de couverture complémentaire par rapport à son régime obligatoire, tout ça est facultatif, et alors là la particularité c'est qu'au ministère de l'Intérieur, les ministres qui se sont succédés n'ont jamais mis en place le dispositif de référencement qui existe dans la plupart des ministères. C'est le seul ministère aujourd'hui, l'Intérieur, où il n'y a pas de dispositif spécifique pour aider les policiers. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils adhèrent tout seuls et ils supportent tout seuls. Voilà. Ils ont aussi des mutuelles fonctionnaires. Et les dispositifs dont vous parlez, c'est-à-dire on identifie des mutuelles qui sont supposées être... Tout à fait, qui répondent à un cahier des charges, etc. D'accord. C'est une aide c'est un conseil en fait. C'est une aide au choix. Là, nous sommes en pleine procédure en ce moment de renouvellement des référencements dans la fonction publique d'État. C'est-à-dire que chaque employeur, c'est-à-dire au niveau de chaque ministère, le ministère définit un cahier des charges. Ce n'est pas la mutuelle qui le définit, c'est le ministère. C'est-à-dire que dans les secrets des bureaux ministériels, il y a un MP30 qui dit moi, pour les policiers, enfin pas pour les policiers, mauvais exemple, moi, pour l'enseignant, je veux ça. Moi, pour l'agent des impôts de Bercy, je veux ça. Pour celui des affaires sociales, je veux ça, etc., etc. Et donc, il lance un appel public à concurrence pour 7 ans. Il va sélectionner un ou plusieurs opérateurs sur le ministère. Et l'appel public à concurrence, écrivez-le, il n'est pas lancé au niveau franco-français, il est lancé au niveau européen. Ça veut dire que n'importe quel opérateur complémentaire européen peut venir s'intéresser au ministère de l'Éducation nationale, à Bercy, etc., pour protéger en complémentaire santé, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, les agents publics. Donc vous êtes en train de nous dire qu'au mieux, un enseignant, un policier, complémentaire santé, c'est pour sa poche, en moyenne entre 600 et 800 euros par mois, et qu'au mieux, il est remboursé 60 centimes d'euros par mois. Oui, à peu près ça. Ouais. Et Allez. il faut savoir aussi, c'est que Après, c'est là-bas. sur la complémentaire, sur le référencement, une fois que ces opérateurs ont été référencés, le ministère concerné est tenu d'en informer ses agents, c'est-à-dire il informe ses agents, l'ensemble de ses agents, qu'il y a tel et tel opérateur qui est référencé. Ça ne veut pas dire que les agents ont l'obligation d'adhérer à ces opérateurs-là, qu'ils soient mutuels ou autres. C'est là où il y a le caractère facultatif qui demeure. Et ils peuvent en prendre d'autres. Ah ben Tout à fait. Allez. J'en profite pendant que la balle est de ce côté-là. 3 questions pour revenir un peu en arrière. Je voulais savoir, est-ce on connaît la différence de taux de couverture complémentaire santé des fonctionnaires par rapport au reste de la population? Éventuellement, le taux de renonciation différentiel des fonctionnaires par rapport au reste de la population? Vous avez parlé de solidarité également. Je voulais savoir, la MGN également se distingue par une indexation des complémentaires, non pas en fonction de l'âge, mais en fonction des revenus, ce qui peut être également une forme de solidarité entre revenus. Quelle est la proportion dans la fonction publique de mutuelles qui pratiquent ce type de mutualisation entre revenus et pas seulement de solidarité intergénérationnelle?
Et dernière question, c'est Monsieur Brichet, quand vous avez dit que vous gardez la préférence pour le crédit À titre d'impôt, personnel, parce que c'est pas un débat qu'on a eu dans les instances, donc c'est pour ça que je veux être... qu'est-ce que vous, depuis le rapport IGAS qui avait dit effectivement il est urgent d'attendre, il y aurait plus de perdants que de gagnants en cas de réforme totale, est-ce que vous ne pensez pas que cette solution du coup a perdu en légitimité, crédibilité? Je vais commencer, Dominique, on va faire à deux voix hein, si c'est nécessaire. Je vais commencer par la dernière question. Oui, il a pris le crédit d'impôt, a pris un peu de plomb dans l'aile. D'ailleurs, quand je me permettais de dire ce dispositif fera des heureux et des malheureux, c'est même pas le président de la MFP qui le pense, c'est un des inspecteurs de l'IGAS, lorsque j'étais destiné, qui me l'a dit. Il m'a dit, comment voulez-vous qu'on aille remettre à plat, parce que ça va faire des malheureux. Donc, comme on ne veut pas faire des malheureux, surtout dans la période qui s'ouvre, électorale, ben, on ne va pas faire d'autres heureux. Donc, ça a du plomb dans l'aile. Mais c'est pas parce que ça a du plomb dans l'aile qu'on va s'arrêter d'en parler. Hein. Parce que je pense que c'est un bon dispositif. Donc après, il faut peut-être entraîner, peut-être derrière nous, d'autres opérateurs, d'autres acteurs, etc. Je remonte par rapport à vos questions. Quel est le taux de couverture des complémentaires en matière de complémentaires santé, fonction publique? On dit qu'aujourd'hui, 95%, un peu plus de 95% des citoyens de ce pays sont protégés par un contrat complémentaire. Je pense que c'est les mêmes proportions. Alors, il peut y avoir de vraies différences hein, d'une administration à l'autre. Mais en moyenne, je ne vois pas pourquoi il y aurait une différence sensible. Le taux de renonciation, vous avez des chiffres. Hein. Une étude qui a été menée par la Mutuelle nationale territoriale, je crois, de mémoire, vous retrouvez, dit qu'il y a 41% d'agents publics qui renoncent à se soigner pour des raisons financières. Alors c'est un taux d'ailleurs qui est impressionnant, entre guillemets, d'abord dans l'absolu, mais parce qu'il est un peu supérieur à la moyenne traditionnelle nationale où on dit qu'entre 25 et 30% des citoyens de ce pays, etc. Mais comme l'enquête n'est pas de moi, mais qu'elle a été quand même certifiée, nous l'avons repris. Les solidarités, alors, est-ce que, je vais retourner votre question, est-ce que les mutuelles qui aujourd'hui assoient leurs cotisations d'une part par rapport au traitement du fonctionnaire et d'autre part à l'âge, avec des cotisations mixtes, parce que ça existe assez généralement, ne sont pas pour autant solidaires? Je dis non, elles sont tout autant solidaires. Ça dépend où vous arrêtez le curseur. Je vais prendre un exemple chiffré. Si vous avez besoin, pour couvrir un risque X, de 80 € par mois, vous allez aller chercher ces 80 € par mois, une partie par rapport au salaire et une partie par rapport à l'âge. Et on sait aussi que le risque augmente avec l'âge. Mais après, vous fixez vos mécanismes de solidarité comme vous le souhaitez. Si vous ne réclamez pas le coût du risque, si le coût du risque est de 100 et que vous ne réclamez que 80, même si vous avez été chercher une cotisation à la fois assise sur le traitement ou assise en fonction de l'âge, vous êtes quand même solidaire. C'est où on arrête le curseur. Comment on met en œuvre les mécanismes de solidarité. Donc, évidemment, les mutualistes ne sont pas plus idiots que la moyenne des responsables de ce pays. On sait très bien que, d'ailleurs, on a des exigences qui nous sont imposées par les autorités de tutelle. Il faut que nos organisations soient équilibrées et soient en pérennité économique. Donc on ne peut pas, excusez-moi l'expression, raser gratis. On est bien obligé d'étalonner le coût d'une cotisation en fonction en partie du risque. Après, c'est jusqu'où va-t-on? Et la noblesse, entre guillemets, des opérateurs mutualistes, des vrais opérateurs mutualistes, c'est de dire, je ne vais pas au maximum de ce que je devrais faire en termes d'équilibre économique. Je répartis la charge économique sur d'autres actifs, familles, célibataires par rapport aux familles, etc. etc. Et, je donne la parole de Mille, avant qu'on oublie aussi, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais peut-être on pourra y revenir, les couvertures que proposent les mutuelles de fonctionnaires, cahier des charges ou pas cahier des charges, elles sont santé et prévoyance aussi. Hein. Elles ne sont pas que sur le risque santé. Hein. Quand on voit tout le combat qu'on a été obligé de mener au niveau de la mutualité fonction publique pour faire que la dépendance, la prise en charge de la perte d'autonomie soit reconduite dans les cahiers des charges des différents opérateurs soumis à des différents cahiers des charges des ministères, et malheureusement, on n'a eu qu'un succès relatif. Hein. D'un coup, et on le dit d'ailleurs dans les flyers, la prise en charge de la perte d'autonomie qui existait naturellement depuis plus de 30 ans dans le bagage des mutuelles n'est plus devenu un risque à couvrir pour l'employeur public. C'est quand même aberrant.
Et pour, juste sur la prévoyance, et ça participe à l'élément contributif, enfin de solidarité contributive que vous évoquiez, en prévoyance, il faut savoir que, y compris notamment sur les dispositifs référencement, on doit exprimer les cotisations en fonction du TIB, c'est-à-dire du traitement indiciaire brut du fonctionnaire. Les garanties étant elles-mêmes aussi fonction de ce traitement. Et là, ça participe aussi à cette fameuse solidarité contributive, quasiment pour toutes les mutuelles de fonctionnaires. Vous avez parlé tout à l'heure des appels publics à concurrence au niveau européen. Est-ce qu'on sait aujourd'hui si ces opérateurs européens à s'intéresser à la France sont nombreux? Est-ce qu'il y en a qui sont déjà choisis? Je ne crois que non, mais qu'est-ce qu'il en est? Et puis faut-il s'en inquiéter ou pas? On a très peu de visibilité parce que lorsque la procédure est enclenchée au niveau d'un ministère, les opérateurs comme les mutuelles qui sont peut-être historiquement implantés dans le décor n'ont pas accès à toutes les informations. C'est logique, il ne faut pas que la concurrence soit faussée. Donc l'employeur ne nous dit pas j'ai reçu X dossiers, c'est souvent des bruits de couloir, on sait que, on pense que, on nous a dit que, etc. Donc il n'y a aucune raison de penser que des assureurs complémentaires, même au niveau européen, s'interdisent de venir dans un marché de la fonction publique d'État française. Pourquoi s'interdirait-il de le faire? On sait très bien qu'aujourd'hui, la complémentaire santé est un marché plutôt bien pénétré, et donc si on veut des parts de marché, excusez-moi de parler comme ça, il faut venir un petit peu sur les champs qui n'ont jamais été vraiment investis. Ça me paraît être un élément de réponse. À partir de là, moi, ce que je voudrais vous préciser, lorsque j'ai pris mes responsabilités à la mutualité fonction publique, il fait partie, effectivement, des us et coutumes que le président de la mutualité fonction publique aille rencontrer les pouvoirs publics, se présenter, etc. J'ai souvenir d'une discussion avec un ministre, que je ne citerai pas, mais qui était un haut ministre, il ne faut pas dire le premier, ou en tout cas ses conseillers, qui me disait, mais vous savez, monsieur Brichet, ce que nous voulons, nous, c'est stimuler la concurrence à l'intérieur de la mutualité, enfin à l'intérieur de la fonction publique. Stimuler la concurrence en matière de protection sociale complémentaire. Mais comment, excusez-moi d'être un peu passionné par rapport à ce sujet, mais comment tenir de tels propos? On vous explique depuis ce matin, et vous nous poussez à le faire, et vous avez raison, on vous dit que l'adhésion est facultative. Je suis désolé, aujourd'hui, un fonctionnaire de l'État, de la territoriale ou de l'hospitalier, il a le choix entre 500 opérateurs complémentaires santé. C'est le marché qui est comme ça. Et je me limite à la France, quoique je y reviendrai. Il a ce choix-là. Mais comment peut-on dire qu'on n'est pas stimulé déjà? On est bien obligé d'être stimulé si on veut être celui qui est choisi. On est bien obligé de s'auto-stimuler. Moi, je suis désolé, j'ai comme vous un téléphone portable. Je crois que sur le marché, y compris mondial, il doit y avoir une dizaine d'opérateurs, pas plus. Alors qu'on aille organiser la concurrence avec ces 10 opérateurs, pourquoi pas, mais qu'on ne vienne pas organiser une concurrence pour soi-disant stimuler le marché. Ma deuxième remarque par rapport à votre question, est-ce qu'il y a des opérateurs assurantiels européens qui viennent? Moi, je vais vous en citer le plus gros. Quand AXA s'intéresse au marché de la fonction publique d'État, moi je ne sais pas si AXA c'est un opérateur français. Vous voyez ce que je veux dire? AXA c'est quoi? Est-ce que c'est français, européen, mondial? Je sais que c'est AXA. Et je sais qu'un opérateur comme AXA, aujourd'hui, s'intéresse de près au marché des fonctionnaires. Marché qu'ils n'ont jamais véritablement pénétré, alors qu'il n'était pas fermé ce marché. Mais c'est vrai que les mutuelles de fonctionnaires que nous représentons ont investi fortement ce marché, historiquement. Mais pourquoi? Parce que toutes les couvertures, et c'est pour ça que c'est important de parler de santé et prévoyance, toutes les couvertures que proposent les mutuelles de fonctionnaires, elles ont été créées pour et par les agents publics eux-mêmes, qui sont organisés dans leur protection sociale complémentaire. Mais qu'est-ce que vous craignez en gros? Parce que là, vous me parlez de concurrence, de règles de la concurrence. On ne craint pas la concurrence. Moi, ce que je crains... Mais qu'est-ce que vous craignez? C'est quoi une baisse? Moi, ce que je crains, c'est la concurrence, c'est la mise en concurrence organisée volontairement par l'État, qui s'arroge le droit de dire « je fais entrer dans votre ministère plusieurs opérateurs parce que c'est le dogme de la concurrence aujourd'hui, mais
qui s'arrogent le droit de le dire, alors qu'ils n'aident en rien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les agents publics. Parce que, croyez-vous, enfin, qu'est-ce qui va se passer? Prenons un exemple très simple, excusez-moi d'être un petit peu style café du commerce, mais prenons un exemple simple. Si AXA pénètre demain le marché de la fonction publique, un marché de la fonction publique, vous ne croyez pas qu'il va aller s'embarrasser des retraités? Vous ne croyez pas qu'il va aller s'embarrasser des plus fragilisés? Ça, il n'a aucun intérêt à le faire, puisque lui, ce qu'il veut, c'est avoir un équilibre technique qui lui permette de dégager suffisamment de marge pour pouvoir rembourser ses actionnaires. Je ne conteste pas ça. C'est un fonctionnement libéral, c'est un fonctionnement qui existe, lucratif, qui existe. Mais vous ne croyez pas qu'il va aller s'intéresser aux retraités du fin fond de l'Ardèche qui va avoir des difficultés dans l'accès aux soins? C'est pas ça, ça. Donc ce que je reproche aujourd'hui au pouvoir public, et j'assume, c'est de vouloir volontairement, en instillant une concurrence qui existe déjà, en l'organisant, de vouloir désorganiser. Parce que demain, si une mutuelle de fonctionnaires historiquement implantée se voit siphonner de la plupart de sa population active, parce qu'un assureur pourra faire du dumping tarifaire, etc., eh bien, qu'est-ce qui va rester aux mutuelles historiques? Les retraités, les plus fragilisés. Et comment voulez-vous qu'on organise des solidarités du moins malade vers le plus malade, des solidarités du plus fortuné vers le moins fortuné, du célibataire vers... si on n'a qu'une partie de la population à protéger? Donc voilà, nous, la concurrence, on ne la craint pas. Elle existe déjà. On s'en est, entre guillemets, accommodé. Plutôt pas mal d'ailleurs. Mais ce que l'on reproche au pouvoir public aujourd'hui, et je le dis, et je suis fonctionnaire, de surcroît, mais je peux sortir de mon statut de fonctionnaire pour dire ce qu'on reproche au pouvoir public, c'est de vouloir, pour stimuler soi-disant la concurrence, désorganiser des solidarités qui ont été construites par et pour les agents publics. Vous savez, c'est comme une course de tiercé. Je ne suis pas un turfiste, mais vous savez que dans les courses de chevaux, les selles des cavaliers ne sont pas tous du même poids. C'est-à-dire qu'on laisse des selles pour celui qui a eu le plus de gains parce qu'on dit qu'il est plus fort et qu'on lui donne un handicap. Aujourd'hui, si les pouvoirs publics nous compensaient les transferts solidaires que nous organisons, parce qu'un transfert solidaire, c'est des euros trébuchants. C'est-à-dire, quand vous organisez des transferts entre actifs et retraités, ça a un coût. Ce coût, vous le faites supporter aujourd'hui par la collectivité que vous protégez. Si l'État public nous disait, ben voilà, pour vous mettre en saine concurrence, je vous compense ces transferts solidaires. Vous avez fait, je dis n'importe quoi, 19 millions d'euros de transferts solidaires, je vous donne 19 millions d'euros, et vous êtes tous à égalité sur la ligne de départ. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que le poids des transferts solidaires, comme Dominique le disait tout à l'heure, nous, on les a déjà créés, ces transferts solidaires. Donc le dispositif de référencement, on veut qu'il compense ces transferts solidaires. Donc c'est ça l'inéquité contre laquelle on se bat. Et en tout cas, c'est cette volonté intrusive des pouvoirs publics de dire, ben moi, au nom du dogme notamment européen, parce que je ne voudrais pas être critiqué au niveau européen, eh bien je vais instaurer une concurrence. Mais la concurrence, elle existe déjà de fait. Je ne sais pas si j'étais clair dans ma réponse. Si, mais du coup, vos retraités, qu'est-ce qui se passe si moi je suis... je ne trouve plus les noms, instituteur, et que je pars à la retraite, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que j'ai encore une aide de 60 centimes par mois? Qu'est-ce que je deviens en termes de complémentaire santé quand je suis retraité de la fonction publique? Si vous demeurez adhérent de la mutuelle qui a été référencée à l'éducation nationale, restons sur l'exemple de la MGN, à la retraite, vous partez avec le gros paquet des 60 centimes par mois. Ben, vous conservez l'aide. Ah oui. Mais dans les conditions que Dominique vous a décrites, c'est-à-dire que l'aide, elle n'est pas versée directement à l'enseignant, elle est versée à la structure, etc. Bien sûr. Mais ce qui peut se passer, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, ce qui peut se passer pour un retraité, c'est que l'ensemble de la communauté professionnelle à laquelle il a adhéré au travers de sa mutuelle soit siphonné par d'autres opérateurs qui viendraient chercher ce qu'on appelle les bons risques. Vous êtes un bon risque. Vous êtes jeune, vous êtes un bon risque. Je suis plus âgé que vous, je suis un mauvais risque déjà. Donc si demain on est simplement les forts à l'amour où il n'y a que les mauvais risques, on sera content de les avoir parce que personne n'aura voulu les prendre, mais on aura beaucoup de difficultés à faire des cotisations équilibrées qui ne pèsent pas trop. Oui, s'il vous plaît, j'avais une question au niveau de la procédure de participation des employeurs à la PSC des fonctionnaires, notamment dans la fonction publique d'État. Donc selon vous, le cadre réglementaire qui avait été rappelé par Annick Girardin en juin 2016 doit être maintenu ou des ajustements doivent être menés sur ce sujet, notamment dans le cadre du cahier des charges sur le volet dépendance?
Oui, comme le dit Dominique en aparté, le problème c'est que c'est un peu tard pour cette nouvelle. Non, mais je vais répondre à votre question. C'est un peu tard pour cette nouvelle itération puisque tous les futurs référencements se font sur la base de la circulaire qui a été publiée par Madame Girardin. Et nous avons obtenu à l'arraché la possibilité que le fait de proposer une couverture dépendante soit pas, soit pas ne mettent pas l'opérateur en exclusion. Mais j'observe simplement que la plupart des ministères, pour ne pas dire tous les ministères, ou aucun ministère n'a repris cette possibilité, à part le ministère de l'économie et des finances. Donc ça veut dire que la circulaire qui a été négociée avec les organisations professionnelles et Madame Girardin, mais quand je dis négociée, très mal négociée, parce que les organisations syndicales ont été... je ne trouve pas le terme, ont été associés à la démarche que très tardivement. Parce qu'il y avait on avait travaillé avec elle en son temps sur des dispositifs d'amélioration du dispositif de référencement, mais qui n'est pas aujourd'hui... et on va s'apercevoir de quoi au final, quand on va faire le bilan de ces opérations de référencement? Qu'il y a eu une régression dans les droits sociaux des fonctionnaires, puisque déjà la dépendance dans la plupart des ministères n'est plus rendue possible, n'a pas été rendue possible, qu'il y a des cahiers des charges qui sont sur des dispositifs qui sont plus minimalistes que ce qui existait auparavant. Et ça, je trouve que c'est grave. Je trouve que c'est grave parce que ça veut dire que sur une seule itération, ce qu'on avait réussi à obtenir à peu près lors de la procédure précédente a été en partie remis en cause. Alors pas de la même façon dans tous les ministères, mais globalement sur la fonction publique d'État, oui. C'est un sujet qui reviendra à l'agenda. Ah, qui reviendra dans 7 ans. Qui reviendra dans 7 ans si le dispositif existe toujours. Pardon Eric, excusez-moi. C'est plus un témoignage, j'imagine. Oui, en tant que territorial, juste pour dire que par rapport à la fonction publique d'État, pour les territoriaux, il n'y a aucune participation de l'employeur pour les retraités. Ça, c'est important à souligner, puisqu'on est sur une aide qui est en général versée par le biais de la fiche de paye, comme dans le secteur privé. L'agent perçoit la participation de l'employeur. Alors tout à l'heure, vous demandiez des chiffres, c'est vrai que c'est difficile de les donner parce qu'ils ne sont pas compilés au niveau national, mais par contre, nous, les chiffres de participation qu'on a d'employeurs, ça peut aller de 1 euro par quoi? Par mois. Oui, c'est vrai. Soyez précis, avec la fonction publique. De 1 euro par mois à des fois 10, 20 euros. Et c'est là que on dit qu'il y a une véritable injustice, c'est que nous, en fonction de la collectivité, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, du niveau de richesse de la collectivité ou de sa politique de ressources humaines, les agents sont traités de façon très différente. Et aussi de dire qu'on est sur une participation, alors il y a des chiffres qui sont donnés qui sont de 13%. Cette participation-là, vous dites, elle disparaît puisqu'elle n'est pas donnée à l'organisme. Elle disparaît quand la personne n'est plus... C'est pour ça qu'évidemment, comme il est plus payé, voilà, il y a une rupture. Et c'est environ, on estime, 20% des grandes collectivités, c'est pour ça que 20% des grandes collectivités qui participent à la protection sociale complémentaire de leurs agents. Donc, vous voyez, et avec des très grandes disparités, c'est-à-dire que ce n'est pas l'ensemble des collectivités qui participent, et quand elles participent, c'est avec de très grandes disparités qui peuvent aller, on a des exemples en région parisienne où une grande ville des Yvelines donne 1 euro par mois à ses agents, ce qui lui a permis de choisir l'opérateur. Oui. J'aurais une question, combien d'agents choisissent l'organisme référencé? C'est un peu ce qu'on... Enfin, on tentait de répondre à cette question, c'est très difficile à savoir. Je prends un ministère, par exemple, comme celui de l'économie et des finances. Aujourd'hui, l'opérateur référencé qui est la MGFI, la Mutuelle Générale de l'économie et des finances, est choisi par à peu près 85% de la population active et retraitée du ministère. Après, les taux sont différents d'un ministère à l'autre. Mais c'est des fortes proportions de fonctionnaires qui choisissent souvent les opérateurs mutualistes historiques. Il a lieu quand le choix, enfin le nouveau référencement pour les 7 prochaines années? La date dépend des ministères. Ce choix a déjà été effectué au ministère de l'Agriculture, il a été effectué au ministère des Affaires étrangères, il vient d'être effectué dans notre ministère à Bercy.
puisque c'est la MGFI qui a été retenue encore pour 7 ans. Il sera prochainement effectué à l'Éducation nationale, à la justice. Il restera les affaires sociales, les militaires, hein, je pense sous le contrôle de Jean-François, militaires, les personnels civils de la défense. Et le seul ministère qui, pour l'instant, n'a pas indiqué qu'il souhaitait mettre en place un dispositif, c'est l'Intérieur. Ils ne labellisent pas des contrats en disant tous les assureurs qui me proposent ce contrat-là, je le prends. Ils choisissent l'organisme. Ouais. C'est comme les clauses de désignation dans les assurances prévoyantes. Pour la fonction publique d'État. Et nous pensons que les dispositifs qui existent dans la fonction publique d'État, où le nombre d'employeurs potentiels est limité, sont pertinents pour la fonction publique d'État. Les dispositifs qui existent dans la fonction publique territoriale, et Eric le disait, où le nombre d'employeurs est stratosphérique, très important, justifie la labellisation de la convention de participation. Par contre, le combat de la MFP, c'est de ne pas voir surtout la labellisation appliquée dans le cadre de la fonction publique d'État. Parce que sinon, ça serait un pas de plus pour la désorganisation des solidarités. Parce que là, il y a quand même, dans la fonction publique d'État, vous avez une petite dizaine d'employeurs, pas un de plus. Enfin, ça dépendra du futur gouvernement, de la redistribution des cartes, peut-être en termes de cartographie ministérielle, mais... On ne veut pas de la labellisation dans la fonction publique d'État. Ah non, ça vous pouvez l'écrire. Et pendant ce temps-là, parce que c'est Dominique qui l'a dit tout à l'heure, pendant ce temps que, tout à l'heure vous disiez qu'est-ce qui devient le retraité de l'éducation nationale ou le retraité de la fonction publique territoriale, mais néanmoins pendant ce temps-là, tous les agents publics actifs ou retraités par le biais de leur mutuelle, eh bien, participent au financement de la complémentaire, de la couverture maladie universelle. Oui, mais comme tout le monde. Bah, les salariés aussi. Oui. Oui, d'accord, vous avez raison de dire que comme tout le monde dans l'absolu, mais tout le monde n'est pas aidé de la même façon. Ça, c'est vrai. C'est ça le sujet. Je ne sais pas, hein. Bon, c'est peut-être Laurence le dira, mais le fonds de financement FMUC, il est financé par les opérateurs complémentaires santé, pas que les mutuelles, l'ensemble des opérateurs santé. Et c'est ça qui inclut dans les 14% dont on nous parlait, qui effectivement concerne l'ensemble des opérateurs, mutuelles, IP, dès lors qu'il y a un contrat d'assurance. C'est quand même, voilà, c'est pas pareil que tous les salariés. C'est pas par le biais CSG, CRDS. Ah oui, mais c'est. On parle du fonds de financement. En fonction de ce que la cotisation d'assurance, c'est sur le chiffre d'affaires, n'est-ce pas? Voilà. Donc c'est en fonction des gens qui en ont. Voilà. Mais pas avec les mêmes aides au départ. Oui, voilà. ça c'est vrai. C'était pour reprévenir un peu possible. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. C'est large. Ah oui. On vous confirme. Excusez-nous d'avoir un peu parlé de façon passionnée avec Mme Combe, mais le sujet le mérite. En tout cas, c'est cette passion qui nous animera, alors pas que nous. Il y a des représentants de mutuelles ici, toutes les parties prenantes du mouvement, hein, pour porter, je vous dis, dans cette période de campagne et de législature qui sont... Alors vous faites quoi concrètement? Parce que c'est la période des lettres ouvertes. Ah, ben lettres ouvertes. Tout ça, vous faites tout pareil? Lettres ouvertes. Mais... Sur la connotation, c'est pareil. Vous savez, il n'y a pas 10 000 moyens. Moi, évidemment, les mutuelles de fonctionnaires ne vont pas aller bloquer. Voilà, c'est pas... Les agents des impôts pourraient faire un peu grève, si ça... Hein